Bonjour à toutes et tous, et encore une fois ici pour un webinaire de Réseau Comet. Donc aujourd'hui, on a Mathieu, Camille, Jaloux et Anthony qui vont nous présenter quelques retours d'expérience sur l'évaluation en ligne. Donc je remercie aux intervenants, aux animateurs pour nous proposer cette thématique qui est d'actualité et dont je pense que la plupart sont très, très, très intéressés. Donc, je donne la parole, je pense que c'est Mathieu qui commence. Donc, C'est ça. merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Vermeulen. Je travaille à l'IMT Lille-Douai. Je suis maître assistant en informatique et je suis responsable TIS de l'école. Donc, on va faire ce webinaire fait la suite en quelque sorte du webinaire plus théorique et plus sur des aspects conseils qu'a fait Jean-Loup Castaigne lundi 4 mai. Nous, ici, on va se concentrer plutôt sur des retours d'expérience. Je vais faire un petit rappel de ce que Jean-Loup a dit, Jean Castaigne a dit lundi pour vous donner quelques éléments. Et puis, je vais donner la parole à différents enseignants qui vont nous faire des retours sur des expériences qu'ils ont vécues ces dernières semaines. Alors, le webinaire va donc se dérouler en 4 grandes parties, on va dire. D'abord, je vais vous faire donc quelques éléments pas théoriques, mais disons de rappel sur les évaluations en ligne dans cette période un peu particulière. On va parler avec Anthony Fleury d'évaluation automatique, semi-automatique, donc avec un retour d'expérience qu'il a vécu il y a maintenant quelques semaines. Un retour par Jean-Luc Voschkevitch à propos du rendu de travaux, et en particulier sur une expérience qui finalement n'a pas fait évoluer tant que ça le mode d'évaluation, puisqu'il était déjà tout à fait opérationnel en présentiel ou en ligne. On va avoir un retour par Camille d'une collègue, Véronique Riffaut, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui nous a donné pas mal d'éléments sur une évaluation orale qu'elle a faite avec ses étudiants. Et puis, on va finir ces témoignages par Jean-Loup Cordonnier, qui va nous faire un retour sur un cours qu'il a terminé la semaine dernière, et surtout, en particulier, sur un point qui est principalement les retours, comment on corrige les évaluations et quels retours on peut donner aux étudiants au travers de l'usage de la grille Critérier, un outil proposé par Moodle. Camille conclura tout ça et nous proposera un petit questionnaire à la fin pour voir un petit peu vos ressentis et puis vos besoins par rapport à ce qui a été dit. Alors, un petit retour rapide de ce qui s'est passé lundi. Alors, c'est des conseils assez généraux qui ont été proposés. Et moi, je vais en reprendre un certain nombre qui me semblent assez importants. Alors, quand on parle d'évaluation, il faut bien se rappeler que l'évaluation, c'est finalement un processus c'est un élément qui appartient à un processus plus global, qui est finalement un triplet. Vous avez des objectifs pédagogiques que vous avez normalement formalisés et que vous donnez à vos élèves. Vous avez déterminé un certain nombre d'activités pédagogiques. Ça peut être du cours, ça peut être du TB, du TD, des exercices, du projet, etc., etc. Et en général, vous finissez où vous avez mis en place une évaluation, une ou plusieurs. Et l'importance dans ce triptyque, c'est finalement que tout soit cohérent. C'est-à-dire que vos objectifs pédagogiques, les activités pédagogiques et votre évaluation correspondent. Bien sûr, alors il y a une image très célèbre qui dit que si vous lisez un livre sur le parachutisme, vous n'êtes pas forcément capable de sauter par parachute. Et si on vous évalue en vous balançant d'un avion, il y a toutes les chances que ça finisse assez mal. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Donc même quand on passe en ligne, il faut surtout faire attention à cette idée d'évaluation et essayer de respecter ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Ensuite, il conseillait plutôt de faire simple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se casser la tête à faire une évaluation très compliquée parce que finalement, surtout quand on est pris par l'urgence, comme ça a été le cas ces derniers jours, parce que tout simplement, ça va être compliqué à mettre en place et finalement, ça va juste engendrer des difficultés. Quand vous mettez une évaluation, il faut informer les élèves le plus tôt possible, en général en début du cours. Bon là, effectivement, ça n'a pas forcément été possible, mais le plus vite possible. Et il faut leur permettre de s'entraîner. C'est-à-dire, si vous faites un QCM, il faut leur faire un QCM de test pour qu'ils puissent s'habituer au format des questions, à l'outil que vous avez utilisé, etc., etc.
Et enfin, et quelque chose qui est assez important, ce n'est pas forcément évident, il faut faire confiance aux étudiants. C'est-à-dire qu'il faut donner une modalité d'évaluation qui soit la mieux cadrée possible, en se disant que de toute façon, effectivement, vaut mieux pas imaginer le pire. Ça ne sert à rien, parce que de toute façon, il va peut-être arriver, mais voilà, il faut essayer de faire confiance aux étudiants pour que l'évaluation se passe le mieux possible. Alors, Jean-Luc Castel avait parlé de 3 modalités principales d'évaluation en ligne. Il y a ce qu'on appelle les questions fermées. Donc là, on va retrouver tout ce qui est QCM, questions à choix multiples, questions à choix unique, tous les éléments comme ça. Donc, on va avoir un retour de la part d'Anthony. On a ce qu'on appelle les rendus de devoirs, la production de documents, de rapports, etc., qui finalement est un mode d'évaluation qui est utilisé aussi bien à distance qu'en présentiel, et qui est quelque chose qui est assez, qui va être remonté par Jean-Luc Voschkevitch. Et puis enfin, il y a l'évaluation orale, qui est parfois assez complexe à mettre en place, mais qui peut se faire avec les outils de visio et de webconférence. Là, on aura un retour assez simple par Camille de la part de Véronique Riffaut. On ne pourra pas forcément répondre aux questions sur ce dernier point, mais en tout cas, on voulait qu'il y ait un petit témoignage sur ce mode d'évaluation. Et puis enfin, quand on fait des évaluations, ce qui est important, c'est de faire du retour aux étudiants, c'est-à-dire de leur donner un feedback le plus possible sur leurs éventuelles lacunes, leurs problèmes, les choses qu'ils ont aussi bien répondu, c'est-à-dire dire que quand c'est bien, il ne faut pas hésiter à le dire. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que si on a 180 élèves, c'est très compliqué de faire des retours. Donc l'idéal, c'est de pouvoir avoir des outils qui permettent de faire des retours, des feedbacks les plus appropriés possibles. Et Jean-Loup Cordonnier nous parlera donc d'un retour sur l'usage d'une grille critériée, qui est un outil proposé qui est un outil qu'on peut utiliser en général, mais en particulier qui est proposé par Moodle et qui semble donner de bons résultats, en tout cas de bons retours. Voilà, je passe la parole à Anthony pour le premier retour donc sur les évaluations semi-automatiques qu'il a pu mettre en œuvre ces dernières semaines. Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon? Très bien. Déjà pour une petite introduction sur ce qu'on a fait, faut voir que l'évaluation automatisée comme ça, on l'a fait depuis un moment, ça fait 3 ans qu'on l'a fait. Par contre, d'habitude, on l'a fait en salle de cours, c'est-à-dire que tout le monde est avec son ordinateur portable. On fait les questionnaires avec Scénarii Topaz, et donc des questionnaires qui sont tout automatisés, etc. Et par contre, on a une surveillance des étudiants, parce qu'on a 245 étudiants en première année, donc on fait ces évaluations-là pour aller beaucoup plus vite sur les 245 étudiants. L'avantage de Scénarii qu'on avait, c'est qu'on fait des poules de questions qu'on choisit au hasard, on fait des enchaînements, etc., qui sont un peu plus complexes parce que tout est programmé par Gaël Guigon à l'école. Et là, par contre, vu la situation actuelle, on ne pouvait pas surcharger Gaël pour faire ça. Donc, on est passé par Moodle classique, qui marche très bien aussi. Alors, on a fait 2 types d'examens. Il y en a un qui est corrigé actuellement, qui a donné des bons résultats. Le deuxième n'est pas encore corrigé. Le premier, c'est en fait, on a fait des évaluations. On a fait un test sur Moodle. Alors, il y a plusieurs types de questions, que ce soit du QCM, que ce soit de l'appariement, que ce soit de la réponse courte, de la réponse calculée, etc. Donc, on a fait notre examen comme ça, avec des questions de cours sous forme de QCM ou de réponses courtes, qui sont évaluées automatiquement. Et pour la partie question de code, etc., on met des évaluations manuelles, puisque là, on ne peut pas évaluer automatiquement. Les évaluations manuelles, donc c'est nous qui lisons le code de chacun des étudiants et qui les notons. On a défini dans notre examen la grille de notation, on l'a défini comme on définirait une grille de notation sur un examen papier, c'est-à-dire qu'on a X points par question qui sont annoncés dès le départ aux étudiants. Moodle le permet, on présente les questions dans un ordre différent pour tous les étudiants, de telle manière qu'il y ait un petit peu moins de triche, etc., puisqu'on ne peut pas contrôler qui est derrière l'ordinateur.
Et à tout ça, on avait une salle Zoom qui était ouverte, qui permettait de répondre à toutes les questions des étudiants, que ce soit sur la formulation des questions, sur les problèmes, sur l'accès à la plateforme, etc., etc., et de tout débugger en temps réel. Donc cet examen-là s'est très bien passé. On avait 28 étudiants de mémoire. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis de notation, ni de Moodle, ni rien, donc voilà. Deuxième type d'examen qu'on a fait, c'est un examen avec que des questions de cours, que des questions de programmation, pardon, et donc que des questions à évaluation manuelle. Alors, l'une des petites limitations qu'on a eues, qui est due à notre installation, en fait, il aurait fallu savoir avant qu'il nous fallait un module complémentaire, c'est qu'on voulait mettre des dépendances entre les questions. Et ça, on peut pas le faire en mélangeant en même temps les questions dans Moodle. Donc, c'est une limitation qu'on a eue. Sur ce deuxième examen-là, les questions étaient présentées toujours dans le même ordre. C'est un peu plus embêtant. Mais sinon, donc, Moodle permet pas mal de choses. Il permet de faire des pools de questions d'une même catégorie, des banques de questions en fait sur lesquelles on choisit. On va choisir des questions au hasard, on va mélanger l'ordre des questions, etc., etc. Donc voilà pour ces deux-là. Un troisième petit retour qu'on peut faire, c'est on ne l'a pas fait là, mais on le fait quand on fait des évaluations automatiques pour les L3, pour nos 250 étudiants. Oui, le deuxième examen, ça concernait 60 étudiants. C'était un rattrapage en fait. Voilà. Quelque chose qu'on fait d'habitude et qu'on n'a pas fait là, c'est que pour éviter d'avoir de la correction manuelle, ce qu'on fait d'habitude, c'est que on transforme tous les problèmes de programmation en des problèmes à réponse courte. C'est-à-dire que on leur donne une tâche de programmation à faire qu'ils sont obligés de réaliser parce que sinon le calcul serait trop long. Typiquement, là, on a fait en janvier, on avait fait des calculs de plus petits communs multiples entre des valeurs décimales obtenues à partir des valeurs des mots. Enfin, des valeurs des ASCII, des lettres dans les mots, etc. Enfin bref, tout un processus assez complexe qui fait qu'ils sont obligés de programmer, puisqu'on ne peut pas corriger tout le code. On ne peut pas savoir s'ils ont vraiment programmé. Là, on les oblige à programmer et on demande une réponse courte quand même pour rentrer dans les évaluations Moodle. Donc, voilà à peu près pour cette présentation, pour ce qu'on a fait pour ces deux examens-là, en complément des examens qu'on fait d'habitude. Alors, la grosse différence là, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit nos étudiants, mais on leur fait confiance, comme mettait Mathieu sur le premier slide. Et voilà. Ok. Merci Anthony. Si vous avez des questions, je vous propose de… Alors, il y a une question tout de suite. Une question de José, ouais. Alors, pour l'examen en présentiel, on a l'écart de notes, en fait, il est dû au fait que cette année, l'examen était plus compliqué. Et, voilà. Donc, on s'est fait des amis à la direction des programmes ou autres. Pour l'examen de cette année qu'on a corrigé, on n'a pas spécialement de retour. C'est les modules électifs qu'on vient de mettre en place. On n'a que l'année dernière pour comparer. Je ne mettrai pas d'écart statistique par rapport à l'année dernière. La moyenne là est bonne. On a 16 de moyenne de mémoire. Mais est-ce que l'examen n'était pas plus simple parce qu'on l'a fait en ligne? Je ne sais pas. On est quand même un peu plus limité que ce qu'on fait sur papier d'habitude. Donc, on ne peut pas savoir si l'effet statistique est dû à ça, est dû à la difficulté de l'examen, etc. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à remonter? À chaque fois, je mettrai un petit temps de questions après les interventions des enseignants. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Là, je crois que vous pouvez le faire.
Eh bien, pas de questions. Anthony, est-ce que ça t'a donné beaucoup de travail par rapport aux années précédentes? C'est le temps de rentrer toutes les questions. Forcément, en fait, ce qu'on fait avec Scénari, au fur et à mesure, on se fait une banque de questions. Comme tous les ans, depuis 3 ans, on reprend des questions. En fait, on a de plus en plus de questions dans notre banque. On en élimine certaines qu'on ne trouvait pas bien au fur et à mesure, etc. Mais on s'arrange. Mais au final, on a toujours une évolution en positif du nombre de questions. Là, comme on a changé totalement le modèle d'évaluation pour un examen précis et en dernière minute, en mettant pas en place nos outils habituels, on a fait ça sur Moodle. C'est le temps de rentrer les questions. L'examen là, les 2 examens qu'on avait, c'était 2 examens de 2 heures. C'était des examens de 2 heures chacun. On a eu 1h30 de boulot à rentrer toutes les questions dans Moodle. À peu près. 1h30, 2 heures, je dirais. Le temps de les vérifier après, de faire des tests, de voir si on n'a pas fait d'erreur. Là, j'ai Jean-Loup Castagne qui a levé la main. Après, je passerai les autres questions. Oui, merci Anthony pour ton témoignage. J'avais une question par rapport aux dossiers ou aux bases de données différentes que tu as créées. Parce que quand tu dis Moodle va piocher dans une série de questions, est-ce que tu as fait des séries de questions par niveau de difficulté? Est-ce que tu as fait des questions de connaissances? Ou est-ce que tu as fait des questions par chapitre? C'est plus par type de problème. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire une question qui est conversion d'un entier ou en décimale ou en hexadécimal ou autre. C'est un problème précis parce que en fait, la banque, ça va nous permettre de choisir au hasard une question, que les élèves n'aient pas tous la même question et la même réponse pour cette question-là. Par contre, qu'ils aient exactement la même difficulté. C'est ça l'important en fait. Parce qu'il faut qu'ils soient comparables entre eux, sinon ils vont râler, oh, j'ai une question plus dure, machin, etc. Donc voilà. Typiquement en plus, d'ailleurs, on a eu le souci avec Scénari. À un moment, on a eu une question en étudiant les résultats du module, de l'examen Scénari. On a vu avec un collègue qui avait une question qui avait que 8% de réussite et une autre qui en avait 97. Du coup, on a compensé ceux qui avaient la question à 8% de réussite et qui n'avaient pas la question à 97, on les a compensés avec des points en plus. Et donc, c'est pour ça qu'on fait en général plutôt des types de questions. Une problématique précise, et en fait, la banque de questions nous sert seulement à ce qu'ils aient une version différente de la question chacun. Ok, merci. Ok. Je vois qu'il y a 2 questions dans Il y a 2 petites questions. Alors, y a-t-il un gros avantage à utiliser une salle Zoom pour dépanner plutôt que l'outil de chat de Moodle? Je ne connais pas l'outil de chat de Moodle. Moi, je peux répondre vite fait. On avait fait des tests et en fait, il peut y avoir des fois avec l'outil de chat de Moodle quelques soucis de réactivité de l'outil. Donc, c'est parfois un petit peu problématique. Après, comme disait Jean-Loup lundi, il faut toujours mieux privilégier les outils qu'on connaît et qu'on a déjà testés là pour l'instant. Donc, si Anthony, tu avais déjà testé Zoom, effectivement. Voilà. C'est vrai. Et une dernière question pour Anthony, puis on passera au témoignage. Il y a une question de Julien là. Les choix multiples ou réponses courtes, en fait, il y a les deux. On a choix multiples, réponses courtes, on a de l'appariement aussi. On fait un peu tous les types de questions, en fait, selon le problème et comment on veut l'aborder. Et comme je disais, des réponses libres aussi, où là, ils mettent ce qu'ils veulent. Il y a une zone de texte avec un certain nombre de lignes à définir et voilà. D'accord. Et je posais la question aussi pour savoir ce que tu disais que tu avais mis 1h30 à rentrer les questions dans Moodle. En fait, c'était simplement, en fait, quand tu les rentres, tu vas directement dans l'interface et tu les rentres une par une, les questions, c'est ça? Parce qu'en fait, juste pour information, si tu es sur des questions de type choix multiple, réponse courte, etc., tu as un format qui est beaucoup plus rapide pour le faire en texte, en fait. Et là, tu peux importer tout d'un coup, je le dis à l'ensemble des enseignants ici, pour leur dire que ça peut être assez rapide finalement au format texte, plus que de passer par l'interface. Voilà le format GIFT, effectivement. Ouais, merci. En fait, j'ai pas eu le temps de me former, puisque comme d'habitude, on utilise plus Scénari. J'ai pas eu le temps de me former à ça, mais pour les années prochaines, c'est sûr qu'on va utiliser ça. C'est beaucoup plus pratique. Ok, merci. Merci. Ok, je propose qu'on passe au témoignage suivant.
Donc, c'est le témoignage de Jean-Luc Voschkevitch, qui est professeur à l'IMT Lille-Douai. Vas-y, Jean-Luc. Alors. Jean-Luc? Je profite. Tu as coupé ton micro, Jean-Luc. Je profite peut-être, il y a encore une question de Patrick Pizette qui demande si on peut déployer un test à l'extérieur, pour des utilisateurs extérieurs à MyServices, à MyLearningSpace, donc qui est la Moodle à IMT Lille-Douai. Non, il faut un compte, ouais, effectivement. Déjà pour la remontée de score. Ok, je suis de retour. Donc, je vais vous parler de notre expérience. Voilà. Donc, notre activité, c'est un cours de mécanique des fluides de niveau L3 et il est depuis longtemps sous forme de MOOC. Donc, il est sur Fun. Et donc, notre activité avant confinement était sur une alternance de distanciel et présentiel. En présentiel, on a un jeu sérieux, donc sur le fonctionnement et la sécurité d'un barrage. Et donc, le pilier, c'est quand même, comme on a un MOOC et un jeu sérieux, donc il faut beaucoup d'échanges entre les enseignants et les étudiants. Et bien sûr, comme toute formation, donc on termine par une évaluation. Alors, les années précédentes, on était préparés à passer tout en distance, puisqu'on avait déjà le projet de supprimer les devoirs surveillés en présentiel. Donc, l'année dernière, on avait fait 2 QCM à devoir surveiller de 2 heures, et il y a un rapport écrit sur le jeu sérieux. Donc, tous les élèves avaient le même QCM, et j'avais fait un constat, c'est que les élèves étaient meilleurs dans l'évaluation des classiques des devoirs surveillés que pour la rédaction d'un rapport. Et donc, je voulais déjà changer ça, et les événements sanitaires ont précipité les événements. Alors, mes objectifs d'évaluation, donc, dans le jeu sérieux, les élèves travaillent en groupe, par équipe de 4, et donc je voulais valoriser cette façon de travailler en groupe et aussi valoriser le travail personnel des élèves. Donc, pour valoriser le travail d'équipe, donc, on demande toujours aux élèves de faire un rapport écrit sur le jeu sérieux. Et pour le travail personnel, on a réalisé des QCM individualisés. Donc, on a supprimé le devoir surveillé, on a réalisé des QCM différenciés et on a augmenté les exigences pour le rapport écrit donné par les élèves. Alors, on avait avec l'expérience une base de questions assez conséquente et Joël Brito, un de mes collègues, a dit « je vais m'occuper de faire la différenciation, de faire des QCM différenciés ». Et donc, il a utilisé MATLAB et avec une quarantaine de questions, on en a fait 300 ou 400. Et donc, on a voulu aussi faire une différenciation par chapitre et par difficulté. Et donc, on voulait un tirage des questions de façon aléatoire. On voulait le même nombre de questions par chapitre et par difficulté pour chaque QCM et donc pour chaque élève. Et donc, l'élève, quand il arrive, il génère son propre QCM. Et donc, c'est un QCM à choix multiple. Il a 5 possibilités de réponse. Alors, les QCM sont mis sur Fun et le problème qu'on rencontre souvent, c'est que les élèves, il y a toujours une dizaine d'élèves qui ne respectent pas les consignes. On leur demande de s'inscrire avec leur adresse mail de l'école et il y a toujours une dizaine d'élèves qui ne le font pas. Et quand on veut récupérer les notes sur Fun, on a toujours des difficultés à les récupérer parce qu'il faut faire des recherches, etc. Ça donne beaucoup de travail à Carole. Ça, c'est une activité qui, à mon avis, qui ne s'improvise pas. Donc, il y a eu un gros travail de préparation. Joël Brito a travaillé sur MATLAB, puis il a exporté tout sur Moodle, etc. Donc, c'est avec l'aide de Gaël et de Camille. Et donc, c'était un gros travail de préparation. Donc, si vous envisagez ça, donc, ce genre de choses, il faut le prévoir largement. Ensuite, donc, on demande un rapport écrit avec un cahier des charges assez précis. Donc, on note les élèves sur la structure de document. Donc, on leur demande de faire un document avec une page de garde, un sommaire, une introduction, des figures numérotées, une conclusion, une bibliographie, etc.
et beaucoup d'élèves n'ont pas ces notions-là. On demande de contextualiser leurs rapports dans le cadre du cursus. Donc là, c'est un cours au choix, donc il y a 120 élèves qui ont choisi ce cours, et on leur demande pourquoi ils ont choisi le domaine énergie-environnement. Ensuite, on leur demande une contextualisation thématique. Donc, ici, on travaille sur la production d'énergie électrique. Donc, on leur demande de contextualiser par rapport à la production énergétique les différents systèmes de production d'énergie et leur avenir. Il y a certains problèmes où on récupère l'eau des glaciers pour alimenter des turbines. Donc, on leur demande quel est l'impact du réchauffement climatique à court, moyen et long terme sur la production d'énergie. Et il y a des problèmes aussi sur la sécurité industrielle. On demande aussi aux étudiants de faire une analyse critique des résultats, donc en comparant les résultats avec la réalité. Donc, ils ont tous les documents nécessaires pour aller chercher, par exemple, la puissance d'une turbine ou la puissance qu'on peut récupérer d'un site. Et donc, il doit faire l'analyse de ça et donc dire, voilà, ben, j'ai pris telle hypothèse et donc c'est pour ça que dans cette hypothèse-là, on n'a pas tenu compte de telle ou telle chose et donc on trouve des résultats différents de la réalité. Ensuite, on a bien sûr la qualité de la rédaction. Alors, les problèmes qu'on peut rencontrer là-dedans, c'est la difficulté des étudiants à personnaliser leur travail. Donc, c'est-à-dire l'originalité dans les recherches. Ils ont du mal à sortir des suggestions de l'enseignant. Et certains élèves pensent avoir fait un bon travail quand ils ont fait quelques copier-coller de Wikipédia. Donc, ils se retrouvent avec des notes plutôt moyennes. Alors, la moyenne pour 120 élèves est autour de 13. Elle est à peu près constante par rapport aux années précédentes. Par contre, pour les QCM, comme on les a personnalisés cette année, donc il y a moins d'échanges entre les élèves et la moyenne a baissé. Et donc, pour terminer ce petit exposé, je vous laisse lire le témoignage d'étudiants dans la conclusion de leur rapport écrit. Voilà, merci de votre attention et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Merci Jean-Luc. Alors, il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées. Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre, hein. Donc, il y avait une question de Laura Luche, mais juste avant que tu parles précisément du rapport, qui était en quoi consiste le dossier rapport demandé sur le jeu sérieux et quels en sont les objectifs et consignes. Je pense que tu y as en partie répondu. Donc, Laura, si jamais tu as des choses à préciser dans ta question, n'hésite pas. Non, c'est bon, merci. Bonjour. Non, c'est bon, ça a plus ou moins répondu, mais c'est vrai que les questions qui ont suivi m'intéressent aussi sur la conversation. D'accord, ok. Il y a quelqu'un qui pose la question, c'est quoi le rôle de MATLAB? À quoi servait MATLAB? C'est la génération de fiches de questions. Vas-y. Donc, MATLAB a servi simplement à partir d'une seule question. Donc, on a multiplié le même type de questions grâce à MATLAB. Donc, on a fait tourner les valeurs d'entrée pour avoir différentes réponses, pour avoir des questions de même niveau, mais avec différenciées dans les applications numériques. Voilà, en fait, pour préciser, hein, donc l'idée, c'est qu'il y a des questions avec des valeurs numériques. Et MATLAB permet des tirages de valeurs numériques, on ne va pas dire aléatoires, mais cohérentes par rapport au problème, et qui génèrent des questions qui sont identiques, mais dont les valeurs numériques sont différentes. Donc, ça démultiplie en fait les questions pour que les élèves n'aient pas les mêmes questions à un moment donné. Voilà. Alors, je ne sais pas si par MATLAB, il y a plusieurs personnes qui posent la question. Est-ce que vous avez d'autres choses à préciser? Je sais pas, en fait, peut-être aussi pour préciser, donc avec MATLAB, du coup, on récupère un export et on importe dans Moodle et toutes les questions sont du coup présentes dans Moodle, là par exemple, pour le coup. Oui, alors, je n'ai pas précisé, hein, les élèves envoient leur rapport par mail, mais Camille et Mathieu m'ont dit qu'il y avait des fonctionnalités dans Moodle que j'ignore. Voilà, on améliorera. Notamment, penser à l'outil devoir qui permet au moins de centraliser la récupération des devoirs plutôt que ça arrive au fil de l'eau sur la boîte mail. Voilà. Il y avait encore une question ici avant qu'on passe à éventuellement d'autres questions.
si vous évaluez la forme du rapport, donc de Sylvie Kerouédan, pardon, si vous évaluez la forme du rapport, ont-ils des cours sur ce qu'est un bon rapport? Je crois pas, puisque au fil du temps, à l'école, on a enlevé les études bibliographiques, mais je crois que dans les années, en année L1 ou L2, les élèves ont des cours sur ce que doit être un rapport. Alors, il me semble que… On leur donne des consignes très précises. Il me semble que quand ils arrivent à ton niveau, ils ont déjà eu quand même pas mal de rapports. Et en particulier, nos élèves à l'IMT Lille-Douai ont un projet qui s'appelle Projet ouvert en première année en L3, pardon, puisque maintenant on a différents cursus, mais en tout cas en L3, ils ont un projet ouvert. Et justement, ils ont des conseils assez importants sur ce qu'est un rapport, qu'est-ce que c'est qu'un bon rapport. Et en principe, quand ils arrivent dans ton cours, Jean-Luc, il me semble qu'ils ont déjà rendu facilement 2-3 rapports avec justement l'aspect critique, éviter les choses linéaires et qui ne sont simplement que des redites de documents déjà trouvés, etc., etc. Donc, il y a déjà pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, mais ils ont encore beaucoup de progrès à faire. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, eh bien écoutez, je propose qu'on passe à la suite. Merci Jean-Luc. Et donc, on va passer à Camille. Nous fait un petit retour sur donc une évaluation orale qu'a pu réaliser Véronique Riffaut, professeure à l'IMT Lille-Douai, et qui nous a envoyé un certain nombre d'informations. Vas-y Camille. J'ai ouvert mon micro, oui, vous m'entendez, voilà. Donc effectivement, Véronique n'a pas pu être présente, Véronique Riffaut n'a pas pu être présente ce midi. Néanmoins, effectivement, on avait échangé un peu sur l'évaluation orale. Donc, elle a mis en place une évaluation orale avec des étudiants. C'est dans le cadre d'un module électif qui s'appelle radioactivité et radioprotection. Et en fait, là, pour le coup, c'était un rattrapage de 2 étudiants de l'année dernière. Donc, ils avaient donc eu leur épreuve qu'ils n'avaient pas validée. Ils avaient eu un rattrapage écrit en septembre 2019 et à nouveau, il y avait encore des lacunes. Et donc, du coup, ils auraient dû, là aussi, passer à nouveau un rattrapage. Et puis, est arrivé le Covid-19 et le confinement. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place un oral par Zoom. Donc, elle leur a envoyé les consignes par mail juste avant l'oral, donc un petit peu avant, quelques minutes avant de commencer. Et ensuite, l'oral, c'était 30 minutes, 15 minutes de préparation et 15 minutes de passage. Il y avait la webcam du début à la fin. Elle leur a aussi demandé s'ils pouvaient activer leur webcam, me semble-t-il. Et donc, du coup, c'était 3 questions. Une question de cours qui a été finalement moins réussie que les 2 autres. Enfin, c'est pas là où, en tout cas, ils ont eu le meilleur résultat. Et 2 questions calculatoires. Donc, ils devaient aussi envoyer, donc une fois la préparation terminée par mail, une photo de leur calcul, en fait, de leur préparation. Et donc, après, ils avaient l'échange oral sur les 3 questions. Donc, ce qu'elle a noté, l'avantage de la visio, c'est qu'elle a pu, être présente, en fait, finalement, donc assurer une surveillance du temps de préparation et puis pouvoir assurer l'oral. Un point positif aussi, c'était elle a enregistré l'oral à chaque fois. Voilà, pour éventuellement gérer les éventuelles contestations. Ensuite, elle a proposé un sujet différent. En fait, les 2 étudiants avaient des questions différentes. Donc ça, elle le note en tant qu'avantage et puis aussi en tant que limite, parce que forcément, ça prend plus de temps à préparer des sujets différents par étudiant. Et puis, dans les limites qu'elle a notées, l'organisation. En fait, c'était 30 minutes d'oral, mais pour elle, c'était plus proche de 45 minutes, puisqu'effectivement, il fallait envoyer les consignes juste avant que ça commence, le temps de préparation, le temps de passage. Et voilà, ensuite, à nouveau, le temps que l'étudiant envoie lui aussi entre les deux, les captures de sa préparation, c'était plus proche de 45 minutes. Elle envisage mal aussi de le faire avec beaucoup d'étudiants. Enfin, en tout cas, elle pense que ce serait chronophage de le faire avec beaucoup d'étudiants.
et le temps de préparation qui n'est que de 15 minutes fait qu'en fait, elle a trouvé qu'elle ne pouvait pas évaluer des problèmes complexes ou des problèmes avec des questions enchaînées. Elle était plutôt sur les bases. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a la petite fenêtre de chat. C'était surtout Et des 6 questions pour interventions. Jean-Luc. D'accord, c'est des questions pour Jean-Luc. Ok. Alors, il y a quand même une question de Jean-Luc Castaigne. De nombreux enseignants enregistrent les oraux à distance, sachant qu'ils ne le font pas en présentiel. Quelqu'un aurait-il une piste de réponse à ce besoin d'enregistrer? Effectivement, oui. Alors, tout ce qu'on peut répondre, c'est que ça dépend vraiment de l'outil. Si c'est par exemple dans Zoom qu'on utilise actuellement, il y a possibilité d'enregistrer les entretiens. Alors, il faut quand même faire très attention à l'enregistrement d'entretiens oraux parce que en termes de RGPD, c'est quand même très très sensible. Donc, je ne sais pas très bien comment ça se gère. Je ne suis pas un expert, hein. Justement, voilà, est-ce autorisé d'enregistrer? J'en suis pas du tout certain. Je pense que si on spécifie qu'on va enregistrer, je pense que c'est possible. Mais voilà, faut bien faire attention à ça et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, ça, c'est une question à creuser effectivement sur les oraux et sur les entretiens, sur les oraux qu'on peut réaliser en termes d'évaluation. Si je peux me Oui, permettre. dans tous les cas, c'est sûr que demander l'accord des élèves, et s'ils refusent, ils refusent. Je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas d'enregistrement possible. Ça me paraît déjà une bonne pratique au moins. Je ne sais pas si... Je n'ai pas les réponses aux questions posées par Mathieu, mais en tout cas, ça me paraît des bonnes pratiques, les éléments soulevés par Sylvie et Audrey. Ouais. Ma question n'était pas tellement sur la possibilité de le faire en fonction de l'outil, c'est surtout pourquoi le faire. Alors, j'entends bien dans le cas de Camille que vous avez présenté, c'est en cas de contestation, mais les élèves peuvent contester aussi un oral qui s'est déroulé dans le bureau de l'enseignant. C'est ça que je ne comprends pas. Oui, effectivement, il faudra préciser avec cette enseignante quel était vraiment le besoin initial et pourquoi ça a été fait comme ça. Moi, je pense que l'enregistrement, c'est juste pour vérifier l'identité de l'élève, parce qu'on ne l'a pas en face à face. C'est pas, à mon avis, c'est uniquement à ce but-là. Ouais, je n'avais pas, c'est vrai que c'est compliqué, je ne vais pas m'engager à une réponse parce qu'il faudrait que... Juste quelque chose pour faire beaucoup d'oraux aussi, notamment en rattrapage comme Véronique, mais uniquement en présentiel. En présentiel, on ne peut pas le faire. En fait, là, la fonction est directement dans l'outil. Si on avait des caméras dans toutes les salles de cours et qu'on pouvait enregistrer au moment où on passe, est-ce qu'on ne le ferait pas? Alors, je me permets si possible, une petite intervention. Jean-Philippe Vondebord et MTL Loué. Par rapport aux oraux, pour ma part, j'ai toujours un petit problème, moi, avec les oraux, c'est que quand on est en présentiel, je préfère, quand il faut vraiment faire, qu'il y ait 2 personnes. Alors, pourquoi? Parce que quand on a un examen classique écrit, eh bien, effectivement, il y a l'énoncé écrit, il y a la copie de l'étudiant sur laquelle on peut faire un feedback et revenir, etc. Si jamais il y a des problèmes de notation ou autre. Par contre, quand on est seul avec un élève, on peut très bien, s'il n'y a pas d'enregistrement ou autre, eh bien, avoir une interprétation d'une question par un élève qui peut être différente par rapport à l'étudiant. Et s'il y a conflit, il vaut mieux qu'il y ait une deuxième personne, un collègue, en fait, enseignant présent. Après, ça pose un autre problème par rapport à l'enregistrement, effectivement, parce qu'il faut normalement l'accord de l'élève. Mais cet enregistrement, est-ce qu'il n'est pas là aussi pour pallier les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir d'interprétation et de mésentente sur une question, par exemple? Après, probablement, c'est vrai que pour ce qui est de l'accord des étudiants, j'imagine que Véronique les avait eus. C'est vrai que je n'ai pas posé très précisément cette question-là, mais j'imagine qu'elle les a eus et que les étudiants ne se sont pas opposés au fait d'être enregistrés et avaient été informés de ça. Il y a une question, il y a Donali qui lève la main. Donali, si tu veux prendre la parole, tu peux prendre la parole.
Pardon. Oui, donc en fait, je voulais donner mon retour par rapport à l'enregistrement parce qu'on se pose la question, c'est quoi l'utilité? Mais en fait, je trouve que quand on passe en oral, comme la personne précédente a dit, en fait, il faut une trace parfois. Normalement, j'écris presque tout ce que la personne dit pour les contestations éventuelles à la fin. Et aussi, parfois, les élèves veulent avoir un retour sur ce qui n'a pas été bon exactement. Et donc, ça me permet de donner un retour assez précis. Donc, parfois même, ils ne contestent pas le fait d'avoir échoué, mais ils veulent savoir exactement où ça s'est passé. Parfois, ils disent des choses sans se rendre compte qu'ils avaient dit. Et en faisant un retour, ils disent « Ah oui, effectivement, ce n'était pas ça que je voulais dire, mais en fait, oui. » Donc, c'est ça que je pense que c'est utile pour le feedback et parfois pour les contestations éventuelles. C'est vrai que sur liste, tout à l'heure, je disais, il faut faire confiance, mais ce qui est important dans l'évaluation, c'est aussi qu'il y ait un feedback important et ce feedback peut être amélioré par l'enregistrement des oraux. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être utile. Je pense que tant que tout est bien défini avec l'étudiant et qu'il sait exactement où il met les pieds et qu'il n'est pas pris par surprise, il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Donc, moi, je partage tout à fait ça. Donc, le feedback est très important. Et par exemple, pour les rapports écrits, on a eu par exemple trois élèves qui ont demandé des explications. Et quand on fait un argument, des explications très argumentées sur pourquoi on leur a mis une note moyenne, etc., ils acceptent tout à fait. Ok, je propose qu'on passe à notre dernier témoin. On pourra toujours poser des questions dans le chat, hein, n'hésitez pas. Jean-Loup Cordonnier, donc, qui est responsable du pôle ingénierie ressources pédagogiques à Oui, Mathieu, merci. Et voilà, je te laisse la parole. Ok, donc moi je vais vous faire le retour d'expérience sur l'usage de la grille de critères. Donc le contexte, c'est un enseignement qu'on fait en cours électif d'analyse de données. La promo, c'est des L3 formation initiale. Alors comme c'est un électif, on a un petit groupe, mais habituellement c'est entre 20 et 30 étudiants qui choisissent ce module. On est en 6 séances de 4 heures, hein, c'est un module de 24 heures. Et la période où il était cette année, vous voyez, le 30 mars, première séance, on a été pris de plein fouet sur le confinement. On savait qu'on allait démarrer à distance. Est-ce qu'on les aurait eu en présentiel à la fin? Bon, très vite, ça, on a compris que non, puisque la dernière séance, c'était le 29 avril. On est un binôme dans l'équipe pédagogique. Hein. J'ai Michel Lecomte qui assure toute la partie cours et moi j'assure la partie TDTP et j'utilise essentiellement un logiciel d'IBM de traitement statistique et d'analyse de données qui s'appelle SPSS. Alors c'est un enseignement qu'on a, ça ne nous rajeunit pas, hein. Je crois que ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on l'assure, on l'a fait évoluer. Et de plus en plus, on l'a fait évoluer dans une modalité de classe inversée avec quasiment la plupart des ressources sur MLS. Alors cette année, quand on a su qu'il fallait faire tout à distance, c'est quelque chose qu'on a encore plus renforcé, de mettre quasiment le maximum d'infos à la disposition des étudiants. L'évaluation telle qu'elle était dans le passé a toujours été un question de cours pour 40% et un travail d'étude de cas, puisque bon, l'analyse de données, l'objectif c'est de les rendre autonomes à savoir interpréter et utiliser un outil, donc ça ne peut être évalué que sur des cas réels avec l'outil en question. Alors, je vais essayer de comparer ce qu'on faisait les années précédentes et comment on l'a transformé à distance pour cette année. Habituellement, on avait un DS d'une heure pour tester la partie théorique du secours. Donc, Michel faisait une interro assez classique, avec des petits exemples voilà, assez travaillés. On avait une moyenne habituellement autour de 10 sur ce type d'épreuve. Donc, à distance, je dirais, je ne vais pas revenir trop, puisqu'on reprend un peu le travail qui a été fait dans le premier témoignage hein, sur du questionnaire sur Moodle avec du mélange, des variantes, des choses qui ont déjà été éprouvées.
corrigé automatiquement par Moodle. L'écart de moyenne est intéressant. La répartition est à peu près similaire, mais il y a eu un gap de plus de 2 points. Alors bon, Michel, effectivement, on n'a pas tout à fait la même formulation de questionnement, donc des questions sur des savoirs plus isolés, les étudiants ont peut-être eu plus facile à répondre. Moi, la partie que j'assure, donc sur la partie étude de cas, ce qu'on faisait dans le passé, il y a plusieurs séances de TP qui les permettent d'acquérir la maîtrise de l'outil, de travailler sur des petits jeux de données au début, puis plus en plus complexes, les amener à pouvoir être capable de faire une analyse de données pertinente. Et la fin, ils en ont une complète à réaliser en 3 heures. Là, je me suis mis à peu près dans la même situation. Ce qui n'a pas changé, et je pense que j'ai eu raison. Au début, j'étais plus peut-être à les faire travailler individuellement, parce que je me suis dit comment eux séparaient, parce que je crois que j'ai tous séparés, j'avais que 2 élèves qui étaient à l'AMDE. Mais au début, les premiers TP, TD individuels, je n'avais pas assez de retour des étudiants. J'avais beau essayer de les faire passer à l'écran, leur faire partager leur travail. J'avais une interaction avec un quart de mes 22 élèves. Donc je me suis dit, je vais changer ça, parce qu'à un moment donné, quand ça se complique, les TP se compliquent, il faut les amener à pouvoir croiser leur interprétation, à aller fouiller d'autres données. Donc le travail à 2 personnes est plus riche. Et là, j'ai eu beaucoup plus d'interactions, parce que du coup, ils ont été obligés de communiquer entre eux. Et là, l'outil Zoom ou autre outil qui permet de mettre en interconnexion les étudiants sur leurs écrans, moi, m'a permis de voir effectivement qu'il y avait des échanges, il y avait plus d'échanges aussi avec l'enseignant. Et du coup, l'évaluation finale, je me suis dit, on va pouvoir faire à peu près la même chose qu'en présentiel. C'est juste les modalités qui ont changé, c'est-à-dire que là, effectivement, ils ont connaissance du sujet d'étude de cas sur Moodle. Je laisse travailler 3 heures. Je maintiens une session Zoom pour m'assurer qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Et je leur demande le retour du compte-rendu d'analyse sur Moodle. Alors, quand on voit ce qu'a présenté Jean-Loup lundi, les mettre en phase d'entraînement, leur faire confiance, on a pas mal joué là-dessus. C'est-à-dire que sur les TP précédents, on a voulu qu'ils puissent effectivement s'entraîner. Mais ça, je le fais habituellement. On leur donne le sujet de l'année dernière, chaque fois de l'année précédente. Et je leur donne les 2 meilleures copies que j'ai eues. Donc, ils savent ce qu'on souhaite, ce qu'on attend d'eux et comment eux doivent arriver aux objectifs que l'on vise pour leur apprentissage. Et moi, je leur avais dit, comme là, je ne suis pas en présentiel, en TP, effectivement, à distance, j'ai un peu de mal. J'ai mis en place un bonus sur les rendus des TP d'entraînement. Mais sans leur annoncer, il y aura un petit bonus. Alors, au bout du compte, j'ai mis un bonus d'1 point et ça se répartit dans un mouchoir de poche entre les plus faibles. Je crois que j'ai un bonus de 0,5 et je vais jusque 1 avec une moyenne autour de 0,8. Mais ça, je pense que c'est important de les mettre dans un contexte comme cela, c'est-à-dire effectivement qu'ils puissent être en mode entraînement et qu'ils comprennent que l'apprentissage est une affaire individuelle et de partage. C'est pour ça que la situation en binôme, à peu près au milieu des TP, a été très bénéfique. Après, donc l'évaluation finale, l'étude de cas. Donc, ce que je faisais dans le passé avec une grille manuelle, je vais revenir dans le slide suivant, avec peu de feedback, malheureusement, je le reconnais, juste un commentaire global et la note. Mais c'est parce que je ne voyais plus mes étudiants. Ces problèmes des cours électifs, ils ont lieu en 6 séances, l'évaluation est dans la dernière séance. Après, c'est la boîte aux lettres de la promo, je n'ai pas d'autres échanges avec eux en face à face. Là, vous voyez aussi un gap environ 15 en traditionnel. On a eu cette année 16,7 sur cet exercice-là. Et donc, j'ai corrigé les rendus remis en remise de devoirs sur Moodle avec une grille critériée. Donc, c'est l'objet ici du retour d'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cet enseignement, j'avais déjà un peu l'habitude
de travailler sur une grille manuelle. Alors, je faisais ça sur un magnifique tableau A3 à la main, pas dans un tableau Excel, parce que j'avais tellement de choses à écrire dessus. Dans ce tableau, je répartissais mon barème en 12 à 15 critères, et chaque critère, j'arrivais à échelonner les points que je pouvais donner suivant les niveaux où je m'attendais. Donc, en fait, j'avais déjà une grille qui était quasiment équivalente à ce qu'on a dans Moodle, puisqu'en fait, Moodle, vous avez à définir, dans mon l'occurrence, j'ai eu à définir 12 critères. Je crois que par défaut, il propose 4 sous-niveaux, mais vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Et après, vous répartissez vos points de 0 à X points, puisque tout après est pondéré un total de points que vous voulez, en fait. Donc là, c'est la partie haute de mon tableau. Hein, comme on attend ce qui travaille sur la méthode qui s'appelle ACP, il y a cette partie-là, et après, j'avais une autre méthode et le bilan de l'analyse. Le temps que ça m'a pris, c'est de l'ordre d'une heure. Je vous dirais que je l'ai fini pendant que les étudiants faisaient leur étude de cas, mais ça ne serait pas correct de le dire, mais c'est comme ça que j'ai procédé. Après, sur Moodle, il y a 2-3 petites choses à régler. C'est vrai que Moodle est très riche en paramètres. Des fois, on y est un peu perdu, à savoir si cette grille doit être visible pendant l'évaluation avant ou après, et si vous voulez montrer les points de niveau par critère ou pas. Voilà, c'est les petits réglages que vous pouvez faire. Par contre, la case que je conseille vraiment, c'est sur les commentaires, les remarques, hein, puisque vous avez la possibilité d'ajouter des remarques par critère. Je vais revenir au slide d'avant. Vous voyez, c'est la dernière case qui est vide. Elle sera, quand vous serez en mode d'évaluation, ouverte à la rédaction d'un commentaire par critère. Donc, j'en viens, voilà, je suis en mode correction, je suis dans Moodle, mes étudiants ont déposé leur compte-rendu, et là, je suis en mode de correction. Donc, j'ai essayé juste de vous montrer un petit peu. Je vais vous ouvrir une flèche pour vous montrer toutes les parties d'interface. Donc, ici, vous avez le devoir de l'étudiant, avec un tourne-page au fur et à mesure. Alors, la seule restriction, c'est un peu dommage, mais Moodle n'accepte qu'un seul rendu et au format PDF. Si c'est un autre format ou s'il y a plusieurs fichiers, vous n'allez pas pouvoir le visionner comme ça. Bon, oui, vous pouvez le visionner dans un autre écran, dans une autre appli, mais là, l'avantage, si vous le visionnez là, c'est que vous avez à la fois les outils d'annotation dans des commentaires, hein, vous avez ces ajouts de commentaires. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez des tampons pour mettre des OK ou des non. Il y a 4-5 familles de tampons possibles. Et toute la grille qui est ici. Donc, sur les critères que vous avez définis, au fur et à mesure que vous corrigez votre copie, vous cochez les points correspondant aux critères que vous avez prédéfinis. Et si vous voulez ajouter un commentaire, si vous voulez compléter le choix de tel niveau par rapport à tel autre, vous pouvez le faire ici. Et en dernier, il y a à la fois le calcul automatique de la note qui se fait au fur et à mesure, et vous avez aussi le feedback global du devoir que vous pouvez remplir ici. Et après, vous avez des petites variantes comme notifier que vous avez fini de corriger aux étudiants. C'est une petite case que vous avez à cet endroit-là. Ici, vous avez des affichages pour avoir soit le devoir seul, soit avoir la grille en plein écran. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le mode principal de l'usage de la grille. Alors, attendez, il faut que je reprenne. Voilà. Donc en conclusion, ce qui est appréciable dans la grille critériée, tout le traitement de la note automatiquement dans la grille. Une fois que vous avez choisi vos différents niveaux, la note totale se calcule et se met dans le carnet de notes de l'étudiant. Alors bon, moi j'ai eu une petite difficulté, c'est quand les étudiants sont en binôme, c'est forcément l'un des deux qui a déposé. Mais bon, ça c'est une question de remise de notes après. Ce qui est pratique, c'est comme la notation possible dans le devoir, comme on le ferait si on avait une copie ou l'impression d'un rapport de travaux. Le feedback qui est à la fois global ou détaillé. Et ce travail qu'on fait une fois, si on veut le reprendre l'année suivante avec des petits correctifs ou des évolutions, bien sûr, Moodle permet
de prendre sa grille comme modèle et pouvoir le reprendre dans un autre devoir. On a également cette même notion de grille de critères dans l'atelier de Moodle, mais elle est un peu différente. C'est un peu dommage, j'aurais pu peut-être générer un même format, parce que des fois on peut avoir des modalités assez proches, mais on retrouve quand même ce type de critères répartis en niveaux dans chaque critère. Alors ce qui est quand même plus déplaisant, quand vous êtes en construction de la grille, vous ne voyez pas où vous en êtes de votre total de points sur les maxis. Lorsque vous avez une quinzaine ou une vingtaine de critères, j'aurais trouvé plus pratique d'avoir au fur et à mesure le total, comme ça je sais combien il me reste de points à répartir. J'ai dû le faire avec la calculette à côté, c'est un peu dommage. La remise unique d'un PDF, ça je l'ai aussi indiqué. Et après, une autre chose, si vous êtes un peu sur un mode, c'est la première fois que vous faites une grille pour un examen, bon, comme tout enseignant, souvent on fait le premier jet de grille, on corrige 2-3 copies, on voit si elles se calent bien, s'il y a des choses qui sont supplémentaires ou des poids à réajuster. Bon, là, en l'occurrence, si vous le faites, c'est possible, mais il faudra réévaluer. C'est-à-dire que si vous avez commencé à évaluer et que vous voulez retoucher votre grille, forcément, elle n'est plus en concordance. Il ne s'est pas adapté la grille aux copies déjà corrigées. Et donc, il faut refaire le travail. Bon, après, on peut conseiller de regarder d'abord à la main ces copies et de valider la grille si c'est un mode en 2 temps qu'il faut effectivement prévoir. Et le mot de la fin, c'est pour dire que si on revient en présentiel, j'espère un jour, c'est quelque chose que je vais poursuivre. Ce n'est pas parce que je serai en face à face avec des TP. La grille critériée, je faisais déjà la remise de travaux dans Moodle, mais je vais poursuivre avec ces grilles-là. À la fois, elle donne du feedback. L'outil ne m'a pas donné beaucoup plus de temps. À la fois pour la créer, avant j'imprimais les rapports d'analyse, j'annotais dessus, je créais ma grille, je reportais dans cette grille, je faisais le calcul. Au bout du compte, je pense que le temps est à peu près équivalent. Ok, merci Jean-Loup. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, on va prendre une question. Alors, il y a des remarques sur le fait qu'on peut modifier des choses. Et Laura, est-ce que tu veux poser une question? Oui, je veux bien, merci. Bonjour Jean-Loup. Peut-être que tu l'as dit et que ça m'a échappé, mais combien tu programmes d'évaluateurs sur un devoir? Est-ce que, par exemple, il est évalué par 3 personnes et c'est la moyenne de ces 3 notes qui fait sa note finale, ou est-ce que c'est vraiment un ratio un correcteur pour un devoir? Je t'entendais très… Ouais. J'ai très bien entendu la question. Alors, vous m'entendez ou pas? Oui, beaucoup mieux. Alors, je demandais, est-ce que c'est un correcteur pour un devoir ou est-ce que c'est plusieurs correcteurs pour un devoir et c'est la moyenne de ces notes que tu gardes? J'étais monocorrecteur en fait. Je ne saurais pas dire. Merci. Moi, bon, je sais que les enseignants de maths font des barèmes et n'ont pas utilisé de grille critériée. Je pense que quand la grille elle est bien détaillée, bien conçue, ça peut être effectivement relativement plus facilement partageable qu'un simple barème. D'accord. Bon, alors on va peut-être, je pense qu'on n'hésitera pas à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions en plus. Il y a des questions dans le chat. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Camille, je te propose de finaliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on garde les questions, on les garde de toute façon dans l'enregistrement. On fera un certain nombre de documents, peut-être avec des retours, etc. On les proposera sur la pédagothèque de l'IMT. Donc, vous retrouverez certains témoignages et certaines choses sur la pédagothèque. On essaiera de mettre quelques documents au fur et à mesure et des réponses à vos questions. Voilà.
Juste pour finir, un petit point. Jean-Loup, c'est à tester, mais il me semble qu'en fait, tu peux mettre le nombre de points que tu veux dans ta grille. Je pense que ensuite, Moodle fait la conversion par un produit en croix, comme il le fait un petit peu pour les quiz. En fait, tu peux très bien dire que ton quiz il est sur 20 et avoir 30 questions à un point, et lui, il fera en fait le ratio ensuite. Je vois que il y a un petit beau clap de fin. Un clap de fin. Du coup, vous pouvez éventuellement scanner le QR code ou vous connecter sur www.woclap.com/rexeval, REXEVAL, ou scanner le QR code avec votre appareil photo, par exemple, sur votre téléphone. Je ne sais pas encore combien de participants. Je sais qu'on est encore 36. Ouais. On est 36. Il y en a 14 de connectés sur Woclap. 15 ouais. Ça monte. Hop, je vous laisse nous rejoindre. Encore une minute. Il y a juste trois petites questions. 3-4. Voilà, donc je vais passer. Vous pouvez encore nous rejoindre. L'adresse sera toujours en haut, sera toujours indiquée en haut. Donc je passe à la première question. Donc, est-ce que ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Oui, beaucoup, oui, assez. Non, pas vraiment. Non, pas du tout. Donc, vous pouvez encore nous rejoindre, il y a l'adresse juste en haut. Donc là, du coup, vous n'avez plus le QR code, vous êtes obligé de taper. Ok. Ok. Hop. Comment évaluez-vous les modalités qui ont été présentées? Très intéressantes, assez intéressantes, peu adaptées à votre situation ou pas du tout adaptées à votre situation? Après ce webinaire, est-ce que vous envisagez de mettre en œuvre, enfin de remettre en œuvre du coup une ou plusieurs de ces modalités? Oui, tout à fait. Oui, avec des adaptations. Ou non, parce que rien n'a été adapté à votre situation finalement. Et du coup, le mot de la fin, il est à vous. Est-ce que vous avez des besoins pour remettre en œuvre ces modalités d'évaluation, que vous les remettiez en œuvre en l'état, ou avec des adaptations qui sont propres à votre situation, discipline, logistique, nombre d'étudiants, etc. Le cri du cœur. C'est vrai que du coup, comme il est… Alors, pour information et pour ceux qui sont encore là, il existe sur la Pédagothèque un certain nombre de petits tutoriels sur Moodle qui sont disponibles. On les a fait la première semaine de… donc, la Pédagothèque, je rappelle l'adresse, c'est imtpn.imt.fr. Donc, il y a des petits tutoriels avec un certain nombre d'outils qu'on a jugés utiles pour le tout début du confinement. Donc, n'hésitez pas à aller voir et je pense qu'on en refera un certain nombre parce que voilà, il y a peut-être des choses à refaire, il y a peut-être des choses à préciser. Voilà, on va sans doute retravailler tous ces outils-là au fur et à mesure. Effectivement, donc du coup, surtout Moodle et ses outils, de la formation, de l'automatisation. Ok. Les tutoriels, donc effectivement, comme disait Mathieu, il y a des tutoriels sur la pédagothèque dans le catalogue des ressources pédagogiques à la rubrique transformation éducative. Voilà, qui s'enrichissent au fur et à mesure et qui sont corrigés aussi au fur et à mesure, enfin corrigés, complétés plutôt, on va dire, comme le disait Mathieu. Bon, sur ce, je pense qu'on va là. On clôture, je pense. Déjà, on a beaucoup de réponses. Et je vous rappelle, si vous avez des demandes particulières, et des formations, des webinaires, des tutoriels, n'hésitez pas à me contacter. Et je pense qu'on va prévoir une nouvelle série ou des webinaires ou une journée en entière de formation à la pédagogie à distance. Donc, je vous envoie très bientôt des informations.
Et je remercie encore une fois Mathieu, Camille, Jalou et Anthony et Jalou qui ont partagé leur expérience avec nous. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et merci à Véronique aussi, du coup, qui n'était pas là, mais qui a accepté que je témoigne pour elle. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.